et bienvenue dans ce nouveau cours de marketing de base. Aujourd'hui, nous allons traiter la démarche marketing stratégique et plus précisément les concepts de segmentation, de ciblage et de positionnement. Donc, nous allons commencer par le concept de segmentation qu'on peut définir comme étant le découpage d'un marché en groupes homogènes et différents les uns des autres. Il s'agit donc d'une étape préalable qui permettra ensuite de choisir une cible et d'affiner les produits et services de l'entreprise en les adaptant bien sûr aux besoins des clients visés. La segmentation va nous permettre de répondre aux attentes des consommateurs, mieux que notre concurrence bien sûr, de mieux exploiter et de profiter des occasions et opportunités qui sont disponibles sur le marché, et bien sûr de cibler une catégorie bien définie des consommateurs qui va nous permettre de réduire les coûts relatifs à la couverture de l'ensemble du marché. Ça va revenir moins cher pour l'entreprise. Alors cette démarche se comporte généralement de 3 étapes. Alors la première étape consiste à choisir un ou plusieurs critères de segmentation qu'on va voir tout à l'heure, la suite du cours. Ensuite, nous allons décrire le plus précisément possible les principales caractéristiques de chaque segment. Par exemple, ça va être la taille, les besoins, les motivations, les comportements, etc. Et une dernière étape d'évaluation, on va évaluer la pertinence des différents segments avant de choisir le ou les segments sur lesquels l'entreprise souhaite concentrer ses efforts. Donc, pour réaliser cette segmentation, une entreprise dispose de différentes catégories de critères qu'elle peut utiliser pour segmenter son marché. Nous allons voir 4 catégories. On commence par les critères géographiques qui vont nous permettre de découper le marché selon le territoire. Ça peut être le pays, la région, les villes, le lieu d'habitation tout simplement. Par exemple, pour les agences immobilières ou là pour les supermarchés, les hypermarchés, normalement ils segmentent leur marché selon les quartiers, selon les villes, selon les zones d'habitation. Les critères sociodémographiques qui se rapportent à l'âge, aux revenus, à la catégorie socio-professionnelle, etc. C'est des critères qui sont souvent utilisés par les marques de luxe qui vont choisir le segment dont les revenus sont plutôt élevés. Nous avons aussi les critères psychographiques. C'est des critères qui sont centrés sur l'individu, sur sa personnalité, son style de vie, etc. Et ici, je prends l'exemple des entreprises de prêt-à-porter qui vont utiliser ce critère pour pouvoir identifier le style de vêtements qu'elle pourra proposer, bien sûr, pour ses cibles. Les critères comportementaux, c'est par rapport aux exigences et comportements des individus à l'égard des produits certainement, et aussi lors de situations d'achat. Par exemple, c'est la segmentation que vont faire les vendeurs des bijoux et les vendeurs de fleurs lors des campagnes pour la Saint-Valentin ou là pour la journée de la femme ou même pour la saison des mariages. Alors, à côté de ces critères, il y a quelques conditions qu'une segmentation doit respecter pour qu'elle soit réussie. Elle doit remplir des critères relatifs à la pertinence du choix des critères de segmentation qui va permettre aux segments d'être réellement différents les uns les autres. Par exemple, quand on veut acheter un ordinateur, le critère sexe, homme ou femme, n'est pas vraiment très pertinent. Ça ne sert absolument à rien de segmenter notre marché selon ce critère. Par contre, l'âge ou la profession de l'individu sont nettement plus intéressants pour l'entreprise. Nous avons aussi le critère ou on va dire la mesurabilité du critère, c'est le fait de pouvoir déterminer combien on compte de consommateurs et pouvoir calculer le volume de leur achat. Par exemple, pour un fabricant de coffre-fort, la sécurité est un critère important, mais il est difficilement mesurable. On ne peut pas le mesurer, alors on ne peut pas le prendre tout simplement en considération. Le critère sécurité, on ne peut pas le prendre en considération ici.
Le dernier élément, c'est la taille du segment. Alors, un segment doit être suffisamment important, sinon, il doit être rentable. Et pourquoi pas, idéalement, les deux, un grand segment est bien sûr rentable pour pouvoir justifier tout simplement les frais d'une stratégie marketing qui est en général assez coûteuse. Maintenant, prenons un exemple d'une école de formation en anglais ou là une école de langue. La segmentation de notre marché peut se faire simplement en nous basant sur, on va dire, des critères sociodémographiques, ça va être l'âge, et sur des critères comportementaux. Et ici, ça va être l'avantage recherché par la formation et les motivations des consommateurs. Alors, les segments peuvent être des écoliers recherchant un soutien scolaire en langue anglaise. Nous avons aussi des bacheliers souhaitant poursuivre leur étude supérieure à l'étranger, des jeunes diplômés qui veulent postuler pour des entreprises multinationales. Ils vont passer leur entretien en anglais, ils ont besoin de soutien, et des adultes tout simplement ça va être des cadres ou des salariés qui veulent améliorer leur niveau en langue étrangère. D'accord? Alors la deuxième étape est celle de la validation des segments et de voir si chaque segment est opérationnel ou pas. À travers la pertinence, on va voir si le segment est facilement ciblé, on va voir s'il est mesurable, de connaître plus ou moins le nombre de clients pour chaque catégorie et de voir si sa taille est suffisante pour tout simplement pouvoir dégager un profit et qu'elle soit rentable. La dernière étape consiste à personnaliser ou adapter notre offre. Et ici, ça peut être par exemple le fait d'offrir un apprentissage par le jeu pour les écoliers, des cours intensifs pour préparer le TOEFL au cours des vacances d'été par exemple, pour les jeunes diplômés, des cours spécialisés en communication pour préparer les entretiens d'embauche ou même des cours de prise de parole en public en anglais. Et pour les salariés, des cours de perfectionnement ou des cours de négociation commerciale ou tout simplement de business English. Donc maintenant, après avoir évalué l'intérêt des différents segments, nous arrivons à l'étape du ciblage et qui va consister à sélectionner une cible parmi nos différents segments afin de pouvoir identifier les consommateurs qu'on peut ou là qu'on veut atteindre tout simplement. Donc, pour simplifier la démarche entre segmentation et ciblage, on dispose d'un petit schéma que vous voyez ici. Alors au début, nous avons un marché qui est formé de consommateurs et qui ont des besoins hétérogènes. Vous voyez, chaque consommateur a une couleur différente. C'est là où on va segmenter notre marché pour avoir par la suite des sous-groupes de consommateurs avec des besoins homogènes. Alors, le ciblage va nous permettre tout simplement de choisir des cibles qui peuvent constituer une opportunité commerciale pour l'entreprise et c'est sur lesquelles on va intervenir. C'est une action qui va précéder le positionnement qui va venir par la suite. Alors pour ce, l'entreprise peut opter pour l'une de ces trois stratégies. Alors nous avons en premier lieu une segmentation indifférenciée, c'est ce qu'on appelle une anti-segmentation. C'est une stratégie marketing globale. Les avantages ici, c'est qu'on peut profiter d'une production uniforme, destinée à un marché qu'on peut considérer homogène, qui ont en général le même besoin, et aussi un avantage parce que le prix est en général réduit suite à une économie d'échelle. Nous avons aussi une segmentation différenciée. Ici, l'entreprise est présente sur tous les segments d'un marché. C'est ce qu'on appelle une hypersegmentation. Et elle dispose ici d'un produit différent pour chaque segment. La stratégie de l'entreprise est tout simplement de décliner son offre en différentes gammes afin de satisfaire chaque groupe du marché. Et ici, je peux prendre l'exemple des entreprises qui commercialisent les yaourts. C'est un même produit de base qui est par la suite décliné selon les désirs et les besoins des clients. Et en dernier lieu, nous avons ce qu'on appelle
une segmentation de concentration. Ici, l'entreprise choisit de concentrer ses efforts sur un seul segment unique, et en général, il est de petite taille. En principe, l'avantage est que l'offre produit ou du service est généralement différente et très spécialisée. Ici, je peux prendre l'exemple des agences de voyage qui ne font que l'offre, par exemple, de l'Umrah ou du Hajj. Ils peuvent proposer d'autres offres touristiques, c'est possible, mais elles ont choisi de se concentrer sur ce segment de faire profiter des personnes qui cherchent un voyage religieux. Donc, si on reprend notre exemple de tout à l'heure, celui de l'école de langue ou l'école de langue anglaise, on est devant une stratégie marketing différenciée ou une stratégie d'hyper-segmentation, car l'entreprise a choisi d'adapter son offre pour chaque segment ciblé. D'accord? Bien sûr, une fois la segmentation et le ciblage réalisés, l'offre doit s'ancrer dans l'esprit des cibles ou l'esprit des consommateurs de manière distincte. C'est ce qu'on appelle l'étape du positionnement. Alors, le positionnement est la place qu'occupe un produit dans l'esprit des consommateurs par rapport bien sûr aux autres produits des concurrents qui existent déjà sur le marché. C'est un choix stratégique qui est basé sur l'utilisation des avantages, on va dire, concurrentiels pour pouvoir identifier l'entreprise, la marque ou bien sûr le produit. Donc, on peut dire que le positionnement a une double fonction. C'est une fonction d'identification pour reconnaître facilement et une autre fonction de différenciation par rapport aux autres offres de la concurrence. L'objectif de cette démarche est que le consommateur puisse comprendre ce que l'entreprise ou ses produits ont de spécial ou là de spécifique. Ok. Si on regarde ce petit schéma, alors le positionnement devrait s'appuyer sur les caractéristiques distinctives qui vont désigner les qualités du produit, et c'est ça qui va permettre d'occuper une place dans l'esprit du consommateur. Il s'appuie aussi sur les attentes du marché cible, bien sûr à l'égard de la même catégorie de produits, et aussi sur le positionnement des concurrents, toujours par rapport aux attentes des consommateurs. Pour ce, la démarche de positionnement se déroule en trois étapes. La première étape consiste à connaître et à étudier la concurrence dans le marché et aussi de faire une petite étude sur un échantillon représentatif des consommateurs et aussi des différents produits présents sur le marché pour comprendre le comportement des clients. La deuxième étape consiste à définir l'univers de référence, ça veut dire la catégorie à laquelle le produit est rattaché, à laquelle il est référent, dans l'esprit du consommateur bien sûr. Pour ce, on a besoin de choisir une catégorie de produits, c'est-à-dire on va choisir une offre qu'on va proposer aux consommateurs pour pouvoir satisfaire leurs besoins, et après, on va informer ses clients, nos clients, de l'existence de cette offre. La dernière étape consiste à personnaliser notre offre, c'est-à-dire on va créer une différenciation, et c'est ça le véritable rôle du positionnement dans toute la stratégie ou toute la démarche stratégique. Cette différenciation peut porter sur des caractéristiques, on va dire, relatives au produit lui-même. Ça peut être le prix qui est intéressant, la qualité qui est très bonne, ou un design qui va être un petit peu à la mode. Soit des caractéristiques relatives aux services associés, par exemple, le service de livraison à domicile qui est offert, le service après-vente, ou même le service du satisfait remboursé. Nous avons aussi les caractéristiques relatives au mix marketing. Par exemple, lors d'une stratégie de communication, ça peut être juste un slogan qui est attractif. Maintenant, pour prétendre à une place de choix ou à une place importante dans l'esprit du consommateur, le positionnement
doit être claire. L'entreprise doit adopter un message clair, simple, et doit être facile à comprendre. Il doit être cohérent. Ici, la cohérence est nécessaire. Par exemple, on ne peut pas communiquer sur les prix les moins chers et quelque temps après, communiquer sur la meilleure qualité de service. Ce n'est pas possible. Cela va être, on va dire, contradictoire dans l'esprit du consommateur. La crédibilité, c'est les avantages qui sont mis en avant à travers la communication doivent être crédibles aux yeux des consommateurs. Et le consommateur doit pouvoir croire en ces arguments et un objectif de compétitivité parce que l'offre elle-même doit apporter quelque chose de plus à la cible. Je vais prendre ici l'exemple des ordinateurs, par exemple, le succès de la marque Apple, on va dire le plus qu'elle offre, c'est la robustesse, c'est la simplicité d'utilisation et aussi c'est un design unique si vous voulez. Alors, pour on va dire son positionnement, l'entreprise peut choisir l'une de ces trois stratégies. Alors, une stratégie d'imitation, ici le produit ou la marque occupe la même place ou le même positionnement que le produit concurrent. C'est une stratégie peu fréquente et peu utilisée car il y a un risque de se noyer dans l'image du concurrent et surtout de se noyer dans l'image de la marque leader. D'accord? On n'a plus une vraie place dans le marché. On reste toujours à l'ombre. Ici, les efforts de communication, de publicité et de promotion doivent être vraiment importants et très réguliers pour faire un peu connaître le produit, bien sûr, ou là, connaître tout simplement la marque. La stratégie de différenciation, ici l'entreprise propose un positionnement différent de celui de la concurrence, et ici il doit être vraiment difficile à imiter. L'entreprise doit prévoir dans ce cas des efforts, on va dire, en termes du mix marketing en entier. Par exemple, le packaging, le prix, la distribution et certainement bien sûr la communication aussi, pour faire connaître cette différenciation par les consommateurs. Nous avons aussi en dernier lieu la stratégie d'innovation. L'objectif est de chercher une nouvelle réponse à des besoins partiellement insatisfaits ou même insatisfaits, jamais satisfaits par une autre entreprise. Et bien sûr ici, on doit définir totalement un nouveau mix marketing. Voilà, c'est tout ce qui concerne cette partie sur la démarche stratégique, les étapes de segmentation, ciblage et positionnement. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle leçon prochaine.